tous et merci d'être avec nous. Nous sommes aujourd'hui le 26 mai, c'est une date historique et mémorielle aussi. Demain aussi le 27 mai, après le 28, et on a le plaisir, l'honneur de recevoir Monseigneur Philippe Guiogou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Jacqueline Pavilla vous accompagne. Merci. Madame d'être là aussi. Vous êtes membre du comité Mémoire, Esclavage et Réconciliation. Plus tard, on va recevoir Isabelle Etienne, guide conférencière au service du patrimoine de la ville de Pointe-à-Pitre, et Diarnel pour sa pièce de théâtre qui prend. Et on va terminer avec Claudie Lombion. Sinon, l'actualité, bonjour Iman, c'est toi. Bonjour Dani, bonjour à tous. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, on parlera de l'exposition intitulée À cœur d'âme, donc qui est à découvrir à la médiathèque de Saint-Claude, donc qui a été réalisée par Laurence Brudet. On parlera aussi de cette mise à l'honneur des mamans par la ville de Petit-Bourg pour célébrer la fête des mères qui est donc dimanche. Pensez à vos mamans. On parlera aussi de l'hommage rendu aux victimes de l'esclavage. C'est un reportage de Maurice Cessé qui a été fait en France. L'inauguration de la crèche 10 habitants à Vieux Habitants et enfin une compétition de karaté qui est organisée à Petit Canal. Voilà pour les sujets du jour. On commence premier sujet ou... Oui, on démarre tout de suite avec Monseigneur, puisqu'il doit nous quitter un peu plus tôt que prévu. Monseigneur, merci, je vous l'ai dit, d'être là. Demain, vous organisez une célébration de la mémoire des personnes victimes de l'esclavage. C'est à l'église Saint-Pierre, à Pointe-à-Pitre. Je me souviens que l'année dernière, j'étais venu à une manifestation un peu similaire. Est-ce que c'est la suite ou bien c'est un renforcement de cette manifestation? Oui, c'est la suite. Il faudrait, je tiens à ce qu'on rajoute, effectivement, pour la mémoire des personnes victimes de l'esclavage, mais aussi la lutte contre toute forme nouvelle d'asservissement, puisqu'on veut aussi à la fois ne pas être enfermé ou nous dire que nous enfermons dans le passé. Au contraire, faire mémoire, c'est pas s'enfermer certes dans le passé, mais c'est aussi dire que le passé, si on le regarde, c'est pour nous permettre aussi de mieux voir et appréhender l'aujourd'hui. Et nous voulons aussi dire qu'il y a des formes nouvelles d'asservissement, et donc on veut aussi lutter contre cela. Donc c'est à la fois une suite, mais un peu plus loin, puisqu'on en parlera, puisque cette année, il y a une dimension interreligieuse, œcuménique, avec d'autres frères protestants, d'autres frères chrétiens, qui ont accepté, qui seront là. Oui, et qui viendront. Alors, effectivement, c'est quelque chose d'assez particulier, puisque on sait le rôle que l'Église a joué dans le passé, dans l'histoire coloniale. Alors, j'ai vu que le pape, même lui-même, aujourd'hui, il est sur cette dimension j'ai envie de dire, de pardon. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Le pape, dans sa dernière encyclique sur l'humanité, comme le titre le dit, bien, il rappelle, on en parlera, mais il fait un parallèle entre l'intelligence artificielle, puisque c'est l'objet de cette encyclique, et en disant que cette intelligence artificielle, si ceux qui l'utilisent ne l'utilisent pas à bon escient, eh bien, ça peut aussi devenir quelque chose qui va asservir les autres. C'est-à-dire que ceux qui utilisent, qui fabriquent, qui produisent cette intelligence, eh bien, s'ils ne le mettent pas au service de l'homme, eh bien, ça peut créer une nouvelle forme d'esclavage. C'est ce que nous dit le pape, donc, qui fait qu'on tombe très bien. On s'est dit, avec l'équipe, on s'est dit, on est totalement en phase avec le pape. Oui. Alors, comment ça va s'organiser? Alors, il y aura cette messe spéciale avec... alors, les autres, puisque c'est un moment œcuménique, comment ça va s'organiser concrètement pour les autres religions? Voilà, donc il y aura plusieurs phases. En fait, il y a la première partie qui est la partie, on va dire, catholique, il y a la messe classique, comme on connaît. Et nous avons, dès cette partie, invité aussi les autres religions. Alors, on fait bien la distinction entre, parce que quelquefois on confond les deux termes, l'œcuménisme, c'est tout ce qui touche des chrétiens, en fait, c'est-à-dire des orthodoxes, des protestants ou d'autres qui sont chrétiens, et l'interreligieux, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont d'une autre confession. Donc, ces deux dignitaires responsables dans nos îles seront présents. Et donc, il y aura la messe, avec les chrétiens, mais on a aussi invité ces personnalités qui seront là avec nous. Et puis à la fin de la messe, il y aura une procession qui partira de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul pour arriver jusqu'au Memorial Act. Puis on en dira un peu plus avec différents temps. Et là, ils prendront la parole, il y aura un temps de prière et ça sera le temps interreligieux. Oui. Alors, j'ai envie de vous dire que ça ressemble un peu à une manifestation politique, puisque généralement, cette période de 1802, 1867, etc., toutes les organisations guadeloupéennes, anticoloniales, etc., s'organisent pour célébrer, et c'est une façon j'ai envie d'entrer dans le banc. En fait, justement, on a voulu
non pas distinguer, mais rappeler quelque chose d'essentiel. Je serai présent demain matin au temps civil, parce que c'est important, parce que ça fait partie de notre histoire. Mais il manquait en tout cas une échelle du diocèse, parce qu'il y a certaines paroisses qui font et qui proposaient chaque année un temps de prière pour faire la mémoire, pour commémorer, pour rappeler la mémoire des esclaves et prier pour eux. Et bien en fait, ce temps-là, on lui a donné une dimension diocésaine en disant, eh bien c'est l'ensemble du diocèse, comme pour nous dire aussi que nous, chrétiens, nous sommes complètement concernés par cela. Et donc, ça pourrait y ressembler, mais là, c'est une dimension spirituelle qui est donnée. Et cette dimension spirituelle, on va dire, n'était peut-être pas suffisamment creusée, parce qu'on pense, et je pense que la dimension spirituelle peut aider notre société. Alors, avant de donner la parole à Mme Pinvilla, je veux quand même, sur ce plan-là, dire qu'en Guadeloupe, la religion catholique est quand même dominante jusqu'ici. Alors, quel est le premier message que vous faites passer aujourd'hui aux catholiques qui vous regardent en ce moment? Par rapport à l'événement? Par rapport à l'événement. De dire qu'en fait, on a besoin... Il y a un terme qui revient souvent, une expression qui revient souvent, c'est la dimension du pardon et de la réconciliation. Bien, je dis à nos catholiques, mais en fait ce message est très large, que nous avons besoin aussi de gestes, d'attitudes qui réconcilient, qui rapprochent. Et donc en fait, nous en tant que catholiques, nous avons aussi besoin de dire que c'est dans notre capacité, puisque à la suite du Christ, nous voulons aussi transmettre ce message de réconciliation à notre société. Et donc nous-mêmes, nous disons que, comme vous l'avez dit, on a aussi de quoi regarder notre histoire, qui n'est pas toujours glorieuse. Donc si nous ne faisons pas cette démarche de réconciliation et de pardon, qui la fera? Donc c'est une invitation forte qui est lancée à tous les catholiques, mais tous les chrétiens, mais toutes les personnes de bonne volonté, de se joindre à nous pour cette démarche de réconciliation. Je rajoute juste, pour dire ma devise, c'est que tout soit un, la question de l'unité. Eh bien, je pense qu'être sur cette ligne en disant qu'il y a malgré tout des fractures au sein de notre société, on a besoin de gestes de réconciliation. Donc, Madame Pinvilla, merci d'être avec nous. Vous êtes membre du comité Mémoire, Esclavage et Réconciliation. Quel a été un petit peu votre rôle dans l'organisation de cette manifestation en tant que membre du comité? Nous devons réfléchir ensemble et tout en restant dans une célébration, une messe comme on connaît, apporter aussi, c'est aussi ça, la créativité, à l'écoute de l'Esprit Saint, d'apporter aussi quelque chose de nouveau dans cette célébration. Et donc, pour une messe traditionnelle qu'on connaît, il y aura 2 temps forts dans cette messe. La première, dès l'ouverture après Monseigneur, c'est 2 personnes qui vont témoigner, qui vont présenter leurs grands-parents esclaves, parce qu'ils ont fait ce travail de généalogie en amont. Ça demande du travail, ça demande des recherches, et c'est en fait témoigner pour montrer que c'est pas si loin que ça. Donc, on aura 2 personnes qui vont témoigner, qui vont nous présenter comment ils ont obtenu le nom, parce que, comme vous le savez, pendant l'esclavage, les personnes n'avaient qu'un numéro de matricule et un prénom. Et en 1848, lors de la dénomination, on a obtenu un nom patronymique. On distribuait des noms, pratiquement. Voilà, on distribuait les noms, et quand on arrive à l'approprier, alors on sait qu'il y avait des noms un peu farfelus, mais d'autres noms, et de se dire, comment... Et l'important, c'est de faire la filiation. Et donc, 2 personnes vont faire cette présentation. Et puis, il y aura un autre temps fort. On sait aussi, à la messe, il y a la procession des offrandes, quand on emmène le pain, le vin. Mais avant, il y aura la procession mémorielle, où nous allons amener des objets qui nous rappellent cette histoire, comme le tambour, comme la concalambie, comme la canne à sucre, qui a été la raison de l'exploitation. Donc, c'est des choses fortes de notre culture qu'on veut faire aussi entrer dans la célébration. Alors, je vous pose quand même la question, Monseigneur. Est-ce que, parce que hier c'était le 22 mai, la semaine dernière, le 22 mai en Martinique, est-ce que votre confrère qui est venu ici, qui a eu l'occasion de venir ici, a fait la même démarche en Martinique? Alors, pas exactement dans ce que je propose, mais
Monseigneur Macaire, on le connaît en fait, a pris beaucoup de positions. Oui, je sais. De positions sur cette question et puis l'évêque depuis bien plus longtemps que moi sur la Martinique et il creuse le sillon. D'ailleurs, c'est un peu à sa suite, en disant qu'on doit absolument manifester en tant qu'évêque notre adhésion totale à la fois à notre communauté et donc de marcher à la suite. Donc d'où ma présence le 27 mai, mais aussi montrer en tant que pasteur qu'effectivement la prière est quelque chose d'essentiel. Donc je crois que ça prend pas cette forme-là, mais voilà, Monseigneur Macaire trace un autre sillon avec ses fidèles. Alors je ne sais pas si c'est le hasard, mais visiblement ce que le pape dit et ce que vous faites, il y a une anticipation ou alors c'est le hasard. J'ai vu le pape il n'y a pas très longtemps. On a rencontré le pape il n'y a pas très longtemps. On a eu la chance d'avoir, qui est une grâce, puisque nous étions ce qu'on appelle en visite ad limina, c'est-à-dire les évêques de la Caraïbe, parce qu'on fait partie, en tant qu'évêque de la français, en fait, la Guyane, la Martinique et donc la Guadeloupe, nous sommes sur 2 conférences épiscopales, celle de la France, c'est normal, mais aussi de la Caraïbe. Et donc, nous avons fait ce qu'on appelle une visite ad limina, c'est-à-dire tous les 5 ans, une conférence épiscopale va rencontrer le pape et ses services pour dire un bilan de ce qu'on vit. Et donc, on a eu la chance d'avoir un petit comité à 20 évêques avec le pape. Et donc, d'une part, on lui a dit que ça serait bien qu'il vienne dans la Caraïbe nous visiter. Donc, il a entendu cet appel. Mais quand vous dites la Caraïbe, vous pensez aussi à la Guadeloupe, j'imagine? Bon, on fait partie de la Caraïbe, donc il ne peut pas faire toutes les îles. Donc après... Et puis, mais de fait, je me rends compte que le pape est totalement dans cette ligne. Absolument. Puis quand il a fait la visite aussi à la fois en Algérie, il est parti au Liban... Et autres, il a dit des messages très forts sur la question de la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a des mémoires à guérir. En fait, il faut guérir la mémoire. Et si on ne guérit pas la mémoire, eh bien, en fait, la blessure reste là. Donc, c'est dans ce sens que le pape dit qu'il faut guérir cette mémoire. Et donc, regardez, nous, chrétiens, catholiques, notre mémoire en face, notre histoire, mais il faut demander pardon. Et donc, cette demande de pardon, c'est dans cette logique que nous nous inscrivons aussi lors de la messe du 27. Il m'a une question, peut-être. Il parlait de mémoire et est-ce que cette mémoire peut servir à la guérison, notre guérison collective, et comment elle pourrait le faire? Vous avez parlé du divin, l'importance du divin. Est-ce que les personnes ont conscience vraiment de ce divin en eux et comment il peut guérir en fait collectivement notre société? En fait, dès qu'on célèbre une messe, à chaque messe, il y a ce qu'on appelle le temps pénitentiel, c'est-à-dire nous demandons pardon au Seigneur. Et en tant que chrétiens, nous croyons que le pardon vient de Dieu, parce que le Seigneur nous pardonne, parce qu'il dit sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il invite les derniers mots en fait qu'on a eu du Christ, qu'on a dit pour la Pentecôte, la paix soit avec vous, et il a dit aux disciples, allez donner cette paix et surtout pardonner à ceux que vous rencontrez. Donc effectivement, pour guérir une mémoire, il y a un chemin véritable de pardon qu'il faut faire. Et ce pardon, il est souvent bien plus au-delà de nos forces humaines. Et c'est pour cela que nous prions. Parce que nous seuls, nous n'arrivons pas à pardonner. Mais si nous demandons au Seigneur de nous donner la force de pardonner, parce qu'il nous pardonne, alors ça devient un chemin possible. Et donc, c'est ce chemin à mon sens, que nous devons faire impérativement en Guadeloupe pour que ce chemin de pardon se fasse. Et paradoxalement, pardonner à quelqu'un, ça rejaillit aussi dans mes autres relations. Et donc, pardonner et guérir notre histoire liée à l'esclavage va aussi guérir les relations les uns avec les autres. Les descendants d'esclaves, les descendants de colons, etc. Eh bien, il faut ce chemin de pardon les uns et les autres. Il faut nommer les choses. Et en les nommant, ce n'est pas pointer du doigt l'autre, c'est au contraire lui dire, nous devons et nous souhaitons faire un chemin ensemble. En fait, nous sommes obligés de faire ce chemin ensemble. Vous vous rendez compte que vous faites quelque chose d'historique en ce moment? Oui, c'est symbolique en plus. Je ne sais pas si on fait quelque chose d'historique, mais je pense, en collaborant avec d'autres qui ont tout de suite adhéré, Jacqueline et autres, en fait, on se rend compte que nous sommes peut-être au moment M, si j'ose dire, à l'instant T, où il faut faire cela. Et on n'aurait qu'à nous reprocher si nous n'avons pas entamé cette démarche, ou si nous ne l'entamons pas aujourd'hui. Madame Pavilati, oui, justement. Oui, alors, pour répondre aussi
À la question, je pense que... Alors, c'est vrai que Monseigneur, c'est courageux de sa part et de dire on prend cette initiative parce qu'on pense que c'est nécessaire. Mais en fait, la célébration devrait être que l'aboutissement de tout un travail en permanence. Et ce travail, parce qu'on sait que on voit bien aujourd'hui tous les fidèles, nous allons à la messe tous les dimanches et on voit encore beaucoup de souffrance, on voit encore beaucoup de divisions, on voit beaucoup de choses. Et donc l'idée, c'est ça. Nous pensons que cette célébration peut être réparatrice. Nous pensons qu'il faut continuer à travailler encore sur nous, nommer les choses, regarder les choses en face, et pour que cette célébration puisse vraiment nous donner, venir nous guérir au quotidien, de ce que nous vivons au quotidien. Du point de vue pratique, il y a même des navettes qui sont prévues, je crois. C'est ça. Il y a dès 14h30, il y a la navette qui sera donc au mémorial, sur le parking du Mémorial Acte, et qui pourra, toutes les 10 minutes, qui ramènera les personnes à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Et donc après, les navettes, les bus seront là aussi pour que, après la possession, que les gens soient déjà là. Pour ceux qui viennent en bus. Alors, quand je vous ai dit que c'était quelque chose d'historique, ça signifiait simplement, régulièrement, chaque année, au 26 ou 27 mai, on aura ce type de manifestation. Oui, l'idée, c'est d'inscrire dans le temps, puisque tout peuple fait sa mémoire. Et toute situation, on voit bien qu'on commémore la fin de la guerre. Chaque année, on ne se pose pas la question, est-ce qu'il faut arrêter ou pas. Donc, on a besoin, de chaque année, d'inscrire cela dans notre habitus, en fait, en tant que Guadeloupéen, en tant que croyant. Et donc on touche à la question de la dignité, en fait. Derrière le message du pape, en fait, c'est la question de la dignité de l'être humain. Et donc c'est de dire que la religion doit se situer dans ce sens et conduire à cela. Et chaque fois où elle n'a pas été dans cette ligne-là, eh bien, elle doit le reconnaître aussi. Donc reconnaître nos erreurs, ce n'est pas, c'est plutôt, ça demande de la grandeur d'âme, de savoir reconnaître ses erreurs. Et donc c'est ce dont il s'agit. Et donc si c'est historique, eh bien nous voulons que ça s'inscrive dans notre histoire de façon durable. Juste un dernier petit mot quand même, je ne peux pas ne pas vous poser la question. Il y a quelques années, vous n'étiez peut-être pas encore ici, mais on faisait des messes en créole. Est-ce qu'aujourd'hui, cette habitude va continuer ou se reprendre? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Alors, on ouvre une grande porte en disant messe en créole, parce qu'il c'est tout un ensemble entre les lectures, est-ce qu'on prend des textes sur la parole de Dieu en créole, des chants, on chante très régulièrement des chants en créole. Il y a même du goka. Après, il y a toute la question derrière, le rituel, qui demande une traduction. Donc là, on touche quelque chose de plus technique. Mais en tout cas, oui, il y a des paroisses qui continuent de temps en temps à proposer. Et puis même là, récemment, pour être très d'actualité, il y a 15 jours, on a finalisé une commission liturgique avec un certain nombre de personnes où nous allons vraiment travailler les textes, les chants, pour faire un pas supplémentaire. Donc on est dans une ligne de dire que notre culture, en tout cas, doit s'inscrire dans notre manière de prier. C'est l'identité. Et c'est notre identité. Donc on a une culture multiple. Donc il y a le français, c'est normal, nous sommes français. Et il y a aussi le créole, parce qu'on est aussi antillais, guadeloupéen, et la langue fait partie de notre culture. Donc prier dans sa langue est quelque chose d'important. Il est 12h50, on vous remercie d'être venu. Le rendez-vous donc est pris, Madame Pavia, demain alors Demain, le rendez-vous est à 16h à Saint-Pierre-Saint-Paul. Donc l'église sera ouverte à partir de 15h. Oui, et après la grande marche. Et après la procession qui nous amène depuis l'église au Mémorial Acte, avec des gestes forts, une prise de parole des autres confessions à la place de la Victoire, et puis nous allons jeter des pétales de fleurs au Mémorial Acte. Okay. On vous remercie d'être venu dire tout ça aux fidèles, aux Guadeloupéens qui sont catholiques et qui vous regardent, et même ceux qui ne le sont pas d'ailleurs. Oui, c'est une invitation qu'on lance, qu'on lance à tout le monde. Nous souhaitons que tous ceux qui veulent se joindre à ce temps mémoriel puissent nous rejoindre
parce que c'est surtout pas quelque chose qu'on veut faire entre catholiques, Oui. c'est quelque chose qui concerne C'est tous transversal. les Guadeloupéens. Ouais. Et donc il y aura la communauté hindoue, musulmane qui sera là, orthodoxe, protestant, donc c'est un ensemble. Merci encore. Voilà, 10h52, on vous libère et on revient à l'actualité avec Iman News. Oui, on va parler de l'exposition À cœur d'âme, donc de Laurence Brudé. La médiathèque de Saint-Claude accueille cette exposition qui retrace justement une exploration sensible de l'humain, des émotions, de la mémoire et des liens invisibles qui nous traversent. On voit un reportage de Loïs Laine qui nous parle de cette invitation à la contemplation. Ce soir, je suis accompagnée donc d'Yvelle Mélange, qui a écrit Parole Maquedou Vanjou, et justement Cœur à cœur répondra, sera en dialogue avec Parole Maquedou Vanjou. C'est un symbole pour moi de la famille, le respect de la famille, et puis le mariage aussi des deux langues, la langue Guadeloupe et la langue française que nous utilisons tous les jours. Donc ce soir, on a voulu donner cette petite note d'amour, cette petite caresse à l'âme en fait à notre public. Madame Laurence Brudé, c'est quelqu'un qui a habité Saint-Claude depuis très longtemps, qui a participé à la vie de la cité, dans les écoles. Et aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'on puisse l'accompagner dans sa démarche d'artiste. Et aussi, il faut le dire, elle accompagne Saint-Claude de cœur depuis tantôt. Et elle nous fait l'honneur d'être là à nos côtés pendant 15 jours pour accompagner les jeunes et les moins jeunes au niveau de la médiathèque. Cœur à cœur et Parole Maquedou Vanjou est un dialogue. C'était très improbable, mais après quelques jours de réflexion, on s'est rendu compte que c'était possible. Et nous réservons la surprise. Je travaille la matière organique de Guadeloupe, évidemment en mettant en avant ces vertus que nous ont laissées nos aînés et le symbolisme. Vous verrez beaucoup de plumes. La plume, chez moi, représente justement l'écrivain, représente la légèreté, la liberté, l'envol, une note d'espoir. Et puis, je m'amuse avec tous ces éléments que je mets en musique sur des essences de bois. Laurence Brudé a tellement de cordes à son arc, et entre l'art qu'elle maîtrise, toute sa créativité. Et c'est vrai que pour les éditions Negmaron, publier ce recueil a été un grand plaisir et un grand honneur aussi pour moi en tant qu'auteur, puisqu'elle a choisi d'illustrer ses textes par certaines de mes citations d'amour ou encore des proverbes. Et je crois que c'est vraiment ce maillage qu'elle a su faire entre son art, puisqu'on a des toiles aussi visibles dans l'œuvre, ses toiles, ses textes, mes textes aussi, qu'elle a fait grandir, j'ai envie de dire. Donc c'est ce mix-là qui a fait que je ne pouvais pas rater cette soirée de présentation sur Saint-Claude. C'est vrai que la médiathèque a pour habitude d'organiser des événements de ce type, de recevoir surtout les artistes en son sein. Et c'est vrai que ce soir, avoir l'honneur de recevoir Laurence Brudé et sa complice Yvelle, c'est vraiment une belle occasion pour la ville de Saint-Claude. Et puis c'est vrai que ces artistes-là, c'est aussi une force pour la culture de notre territoire. Donc une belle exposition à découvrir à la médiathèque de Saint-Claude. On va parler des femmes, des mamans, notamment avec des moments de partage et de reconnaissance qui ont été mis en l'honneur lors de la ville de Petit-Bourg, lors d'une manifestation dédiée aux mamans. Animation, spectacles et moments conviviaux étaient au rendez-vous pour célébrer celles qui jouent un rôle essentiel dans notre société et au sein des familles. On voit un reportage de Solène Fèvre. Nous sommes vraiment très heureux d'accueillir les mamans de Petit-Bourg pour cette belle manifestation remplie de sens. C'est un moment privilégié pour pouvoir les honorer pour le travail qu'elles font au quotidien. Nous honorons également les tatis, les mabots, les grands-mères qui se chargent et qui se sont chargées de l'éducation des enfants. Pour moi, c'était et c'est encore des piliers à ne pas oublier. Moi, je suis mère de 4 enfants. Tous les ans, effectivement, le maire met à l'honneur les mamans, à savoir que être maman, c'est un travail, on va dire, tous les jours, tant qu'on est vivant, j'ai envie de dire. Et ça fait plaisir de voir qu'on pense quand même à nous à ce niveau-là, parce que œuvrer pour les enfants, œuvrer pour leur bien-être, pour leur avenir, c'est un travail de longue haleine. Donc quand on est remercié entre guillemets par le maire de cette manière, c'est une initiative que j'accueille avec, à bras ouverts. Voilà. Les mamans transmettent des valeurs, les mamans transmettent surtout
de l'amour, de l'attention, de l'écoute. Et c'est grâce aux mamans que nous avons des hommes et des femmes engagés dans une société, des hommes et des femmes qui assurent une stabilité de notre société. Il faut continuer à le faire. Notre société, elle est changeante, elle évolue. Quelquefois, elle connaît des moments difficiles. Mais c'est alors justement que nous devons encore accorder plus d'importance à celles et ceux qui sont vraiment les garants, les piliers de la société, l'unité familiale, mais surtout les papas et les mamans. Et nous comptons beaucoup sur les mamans pour continuer à être des piliers en Guadeloupe, des piliers à Petit-Bord. Et voilà pour cela que nous perpétuons des moments comme ça. Je trouve que la commune, effectivement, met en œuvre beaucoup d'activités, beaucoup de manifestations afin de pouvoir resserrer les liens familiaux. J'ai envie de dire qu'ils se perdent à l'heure actuelle. Donc c'est bien de pouvoir refaire des manifestations comme ça qui permettent à la fois aux parents d'être reconnus par leur qualité de parents, de chefs de famille, mais aussi de permettre aux enfants, parce qu'il y a la présence des enfants en même temps aujourd'hui, de permettre aux enfants de voir la reconnaissance que les parents reçoivent de la part de la commune. La ville de Petit-Bout a mis en place des dispositifs pour permettre d'accompagner ces mères. C'est-à-dire il y a le centre de loisirs, comme ça les mères sont un petit peu plus libres. Pendant ce temps, les enfants passent la journée à la plage et tout ça. Elles ont besoin de ça pour leur permettre de souffler un petit peu. Il y a aussi la parentalité. Comme ça, les familles qui ont des soucis viennent et puis ont une écoute. Des psychologues qui leur viennent en aide. Donc, nous faisons de notre mieux pour que les mamans vivent bien à Petit-Bout. Voilà, donc n'oubliez pas de célébrer vos mamans dimanche, c'est le 31 mai. On a pris un peu d'avance sur Petit-Bout, mais voilà, tout le temps nécessaire pour célébrer ces femmes essentielles à notre société, n'est-ce pas, Danick? Oui, bien sûr. Le 31. On va faire notre pause publicitaire, on revient dans un instant. Bien sûr, nous sommes avec vous jusqu'à 14h environ et nous allons recevoir dans un instant Isabelle Etienne, elle est guide conférencière au service du patrimoine de la ville de Pointe-à-Pitre. Elle va nous parler d'une déambulation. Et ensuite, nous aurons Eddie Arnel, qui est auteur, dramaturge, metteur en scène, comédien, qu'on reçoit souvent ici, directeur artistique de Comédie Arnel. Rappelle des petites rapidement avec Iman. Oui, on a parlé d'exposition sur Saint-Claude pour À cœur d'âme, donc réalisée par Laurence Brudet. Il était aussi question de la mise à l'honneur des mamans de la ville de Petit-Bourg. On parlera tout à l'heure de l'hommage rendu aux victimes de l'esclavage sur Paris. Une inauguration aussi de la crèche sur Vieux Habitants et d'une compétition de karaté qui s'est faite à Petit Canal. Voilà, je vous l'ai dit, on reçoit Isabelle Etienne, elle est donc guide conférencière. Donc, Madame Etienne, merci d'être là. Et si vous êtes là, c'est parce que demain, ça va marcher un petit peu. Après, ça va déambuler. Oui, ça va déambuler, mais pas demain, jeudi. Jeudi, pardon, jeudi. Jeudi 28. Alors, comment ça s'organise, cette déambulation? Alors, la déambulation, c'est la deuxième partie de la commémoration du 28 mai, qui va avoir lieu donc jeudi soir. Le départ se fait place des Martyrs et de la Liberté à Pointe-à-Pitre. Donc, comme on dit plus simplement, au niveau de la place de l'Hôtel de Ville. C'est une déambulation théâtralisée qu'on fait en collaboration avec la compagnie Les Muses en Scène, avec la pièce Les Recluses. Donc, il y aura à certains points précis des extraits de cette pièce qui seront joués. Et les déplacements vont se faire en suivant les guides conférenciers qui, eux, vont faire une visite guidée historique sur la base d'une visite qui s'appelle Pointe-à-Pitre, Port de la Liberté. Pour la liberté. Mais alors, pourquoi cette pièce, pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? On a fait on a eu envie de faire résonner l'histoire des femmes, de mettre en parallèle les femmes dans l'esclavage et aussi tout ce qui est aujourd'hui violence faite aux femmes. Donc la visite, on l'a adaptée
pour qu'elle fasse un focus sur les éléments féminins de l'histoire de l'esclavage. Et donc, en parallèle, vous avez cette pièce, Les Recluses, qui parle de femmes qui ont subi des viols et qui sont mis à l'écart de leur village et qui sont obligées de vivre en tant que recluses. Et donc, et concrètement, les gens qui vous regardent se disent, bon, à quel moment ça va débuter, comment ça va fonctionner, de manière à ce que les gens puissent déambuler. D'accord. Alors, on attend tout le monde aux environs de 17h30 pour pouvoir partir à 18h. On va commencer avec la pièce, un extrait de la pièce qui sera joué au niveau de l'esplanade à côté de la mairie. Et ensuite, nous partirons. C'est une déambulation qui va se faire au flambeau. Donc, au flambeau. Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle une retraite au flambeau, alors. Ce ne sera pas une retraite pour le coup. Ah, c'est pas une retraite, mais ça y ressemble. Non, c'est une balade au flambeau. Et d'ailleurs, ces flambeaux serviront également d'éclairage à certains endroits où on va jouer cette pièce. Le parcours, c'est quoi? Alors, on part de la place des Martyrs de la Liberté. On va à l'Anneau Brisé, qui est juste à côté. Ensuite, on va prendre la rue d'Henry pour arriver au niveau de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, donc sur la place Gourbert. De la place Gourbert, on va se rendre sur la place de la Victoire. Et entre-temps, il y a des arrêts le long des rues qui ont des noms de personnalités qui ont œuvré pour la liberté. Bon, alors, je vous pose quand même la question. C'est une façon de commémorer les événements de 1802, c'est ça? De 1848-1802, pas de 67. Non, pas 67. Alors, tous les 28 mai, c'est pas seulement cette année, oui. Pointe-à-Pitre commémore les événements de 1802. On ravive la flamme au niveau de l'Anneau Brisé. En fait, Pointe-à-Pitre a fait il y a quelque temps le choix de commémorer les événements de 1802 chaque année. Oui. Non, je vous pose la question parce que vous savez que 67, il y a beaucoup de morts à Pointe-à-Pitre aussi. Et oui, tout à fait. Oui, tout il ne faut pas les oublier. Ça ne veut pas dire qu'on les oublie. Oui. Ça veut juste dire que la commémoration de demain, du 28 mai, que l'on fait tous les ans, est sur le 28 mai. Oui. Alors, il y aura des extraits de la pièce, vous avez dit, qui vont être, j'ai envie de dire, pas saucissonnés, mais enfin coupés, des extraits comme ça, diffusés, joués des endroits. Alors, premier extrait sur l'esplanade, le deuxième extrait. Le deuxième extrait au niveau du jardin du pavillon de la ville. Oui. Troisième extrait sur le kiosque Place de la Victoire. Et on finit devant la mairie avec un dernier extrait de la pièce. Donc, c'est pas toute la pièce, mais des extraits, vraiment des extraits, oui. C'est vous qui avez choisi les extraits ou on a laissé libre cours à la compagnie Mise-en-Scène. Ah, la compagnie Mise-en-Scène. Voilà. D'accord. Bon, c'est quand même quelque chose. Alors, le public, comment ça se fera? C'est-à-dire que le public qui est à la place de la mairie, jeudi à 18h30, verra la première partie. Mais pour avoir la suite du feuilleton, j'ai envie de dire, il faudra déambuler. On dira que le fil conducteur quand même de cette soirée, c'est quand même la visite guidée Port de la Liberté. Oui. Donc l'idée, c'est que on se déplace avec cette visite. Oui. Et donc le public ne vient pas voir la pièce. Que la pièce. Le public vient et pour la pièce et pour l'aspect historique. Du coup, ils seront guidés par mes collègues d'un point à l'autre, tout en ayant à chaque fois un point d'histoire qui est abordé. Mais vous-même, vous êtes guide conférencier, donc vous serez là. Je serai là. Oui. Je serai là. C'est pas moi qui fais la visite, mais je serai là. Ah, quand même, d'accord. Bon, autre manifestation autour du 28 mai, oui. Le matin. Le matin, il y a toutes les manifestations protocolaires. Donc, ravivage de la flamme, dépôt de gerbes par les élus, mais également l'ouverture d'une exposition qui est faite à la mairie par les élèves de Massabielle sur le thème de la liberté et de l'esclavage, ainsi qu'une pièce de théâtre, un court extrait d'une pièce de théâtre, toujours jouée par des élèves et une chorale. Et
pour finir, à 11h, il y aura le groupe Pépite Art qui vient du Bénin, qui va nous offrir une prestation. Oui. Sur la place de la mairie? Sur la place des Martyrs de la Liberté. Vers quelle heure à peu près? Ça commence à 8h30, on est là jusqu'à midi. Jusqu'à midi? Oui. D'accord. Bon. Okay. Pas de questions, Iman? Non, c'est original comme proposition. Oui, c'est une déambulation théâtrale. D'où est venue cette idée, en fait, de proposer ça? Et c'est quoi la différence par rapport juste à regarder une pièce et faire une visite guidée, en fait? C'est quoi l'intérêt? En fait, l'idée est venue d'une séance de travail au sein de la direction des affaires culturelles, du patrimoine et de l'animation de Pointe-à-Pitre. Donc, on avait une séance de travail à savoir qu'est-ce qu'on va proposer ce 28 mai. Est-ce qu'on propose juste la visite Port de la Liberté? Et dans cette séance de travail, on a eu l'idée, en fait, de faire des lectures de textes et de lectures de discours pour animer cette visite, qu'elle soit plus vivante, plus interactive que d'habitude. Et de fil en aiguille, on en est venu à se dire qu'on va faire appel à une compagnie de théâtre. Et comme on avait déjà une première approche avec la compagnie Muse en Scène. Oui, parce que la thématique des recluses, elle est quand même spécifique. Ce choix, il s'est orienté comment? Oui. Alors, ce choix, en fait, c'est ce qui nous a permis aussi à nous de faire un focus. C'est-à-dire qu'au début, on s'est dit on va faire appel à des comédiens pour lire les textes historiques que nous avons choisis. Et finalement, dans la discussion, on s'est dit que c'est tout aussi bien, en fait, de faire résonner, on va dire, la douleur des femmes, le vécu des femmes. Et du coup, notre visite aussi va faire des focus. Généralement, on est sur des personnages politiques. Quand on parle de 1802, on parle beaucoup des hommes. Et du coup, nous, dans notre visite, on va faire la part belle aux femmes. D'accord, donc c'est aussi une mise en lumière du rôle des femmes. Du rôle des femmes dans les combats de la liberté, de la douleur aussi pendant l'esclavage, puisque c'est que c'est un esclavage qui amène aussi des violences sexuelles. Et on sait aussi qu'à cette époque, la place des femmes, elle n'était pas la meilleure. Et du coup, encore moins des femmes mises en esclavage. D'accord. Vous avez vu la pièce déjà, Les Recluses? Oui. Oui? Oui, oui. Donc, votre vision a pesé dans le choix quand même? Non, pas du tout. Ah bon? Même pas? Non, pas du tout. C'est vraiment la discussion qui a fait qu'il y a eu ce choix. La discussion avec les comédiennes et avec les collègues. Alors, Eddie Arnel est arrivé. C'est un auteur, dramaturge, metteur en scène que vous connaissez. Moi, je vais poser la question. Bonjour Eddie, merci d'être là. En matière de théâtre, la déambulation, c'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui est toujours fait. Une question épineuse. Ça s'est passé quelques fois, parce que je me rappelle lors des cours d'art dramatique de José Gouy, on avait joué La conscience de Victor Hugo, avec l'œil de Caïn, je pense. Et on a déambulé en plein Pointe-à-Pitre. Donc c'était tout nouveau. Maintenant, il semblerait que ça soit une nouvelle mode, et ça, c'est extraordinaire. Non, ça impacte la population. Demain, enfin, je ne sais pas si tu le sais, il y a une déambulation avec les reclus. Les recluses, pardon. Que j'aimerais vraiment voir. Pour voir l'impact, en fait, parce que ça manquait. Et c'est vrai qu'on parle aussi de peut-être qu'il y a une forme de déconnexion maintenant qui commence à apparaître au niveau du spectacle vivant et des publics à reconquérir. Donc c'est génial qu'il y ait une déambulation. On est en plein cœur, en fait, de la cité. Et c'est intéressant, comme disait la bande à Homère et tout, et Socrate, etc., que l'homme et la cité se réconcilient peut-être. Et la déambulation permet ça. D'accord. Tu n'en as pas encore fait, non? Si, avec José, il y a quelques années. Et là, nous sommes aussi attelés à la tâche. Ça devait se faire déjà l'an dernier sur le boulevard des Héros, parce qu'on avait conçu tout un programme, mais après il faut quand même aussi l'autorisation, et c'est vrai que là c'est peut-être un petit, peut-être pas carton rouge mais carton jaune,
aux lenteurs administratives. Il fallait attendre l'autorisation, on ne l'a pas eu à temps. Donc je pense que c'est intéressant qu'on se dise aussi les choses, qu'on apprenne à se voir, à s'aimer, d'autant plus qu'on est en pleine commémoration. Ça. Alors, on va parler de ton abracadabra, mais juste un dernier mot. Quand on fait une déambulation, il y a une mise en scène particulière ou c'est pas la même mise en scène qu'à l'intérieur d'un théâtre quand même? C'est totalement différent. Là, c'est un autre code. Oui. On n'a pas donc la boîte noire, le huis clos qui fait un peu... qui amplifie la voix. Ni les trois coups. Ni les trois coups. On n'a pas les trois coups. On pourrait aussi les faire, visuellement en tout cas. Mais c'est la rue, donc c'est du bruit. Il faut prendre en compte le trafic, les klaxons, les badauds qui passent, les gens parlent librement. Donc il y a du bruit dans la rue. Alors du son. Oui. Et ce champ extérieur doit être bien abordé et couvert aussi par la voix, la puissance vocale donc des acteurs. Et c'est pour ça qu'il y a des cours, des ateliers effectivement qu'on anime pour que vraiment cette respiration abdominale puisse être priorisée, que la voix puisse bien fuser. Donc c'est pas toujours évident, mais je pense qu'on peut récupérer avec des chants, des couleurs aussi. Je pense que les tenues vestimentaires parlent beaucoup aussi dans ce sens. Mais c'est pas évident. La rue, c'est une autre technique en fait. D'accord. Alors parlons un petit peu de modernité et tradition, c'est-à-dire le abracadabra, qui soit à Bois-Ripoux. Qu'est-ce que ça va être exactement? Parce que j'ai vu la vidéo, je me suis dit, mais quand il fait bon nous encore. Alors, non, il faut inventer et tout. Et jusqu'ici, on a du mal à le dire effectivement. Même moi, le premier qui l'ai conçu, c'est abracabouada. Oui. Le jeu de mots. Oui. La ville des Abîmes tient vraiment à rénover, à donner ses lettres de noblesse au quartier Bois-Ripoux. Et c'est ainsi qu'on a rencontré donc la responsable de l'animation territoriale, la directrice Patricia Cancel, qui s'est approchée de la Comédie Arnelle pour nous dire, tiens, écoutez, j'aimerais vraiment faire quelque chose au square de Bois-Ripoux. Oui. Et donc là, on a pu contacter Madame Jals Muriel, je pense, que je ne dise pas de bêtises, parce que oui, j'ai mes notes. Donc, oui, Muriel Jals, qui est la présidente de Bois-Ripoux, de l'association Bois-Ripoux Positive, j'aime bien, et qui va donc, autour d'elle, dès lors, aligner quelques associations du coin. Et ce qu'on cherche à faire, pour répondre plus précisément à ta question, c'est vraiment recréer du lien. Donc, les politiques publiques cherchent à faire en sorte que la population, les élus aussi soient lyonnais, justement. Et je pense que l'art et la culture est apte à faire ça. Donc, recréer du lien, on sera là le samedi 30, de 9h à 19h, je crois. 9h à 18h. Voilà. Et est-ce que je dis bien? Est-ce que c'est bien écrit comme ça sur le... Bref, on sera là. On sera dès le matin jusqu'au début de soirée, pour animer avec des stands, etc., pour créer le lien entre cette population. Alors on parle de quartiers prioritaires, etc. Nous savons la montée de la violence, la rupture, la force des réseaux sociaux, etc. Et notre but, c'est de créer ce lien-là, surtout donc, comme je le dis souvent, resocialiser les réseaux sociaux qui sont devenus hyper violents. Donc comment faire en sorte que l'art, l'exploration, l'exploitation du dire, de la parole populaire puisse véritablement avoir un lieu ou circonscrire justement toutes ces violences-là. Et je pense que par la danse, le quadrille, il y aura quadrille, la danse quadrille, il y aura donc du chant, du rap, notre rappeur Marf. Il y aura aussi de la danse, du théâtre, bon, etc., etc. Et on espère arriver à créer ce lienage avec la population de ces quartiers-là, de Bois-Ripoux, et pour vraiment répondre au désirata de la ville des Abîmes. Mais alors, Bois-Ripoux va être une espèce de laboratoire pour ce type de manifestation? Ça. Oui, c'est une exploration, une sorte de laboratoire. Il y a une jeunesse aussi qui se perd un peu partout, hein. C'est pas qu'au niveau de ce centre-là, mais c'est pour ça qu'on a parlé aussi de modernité et tradition. Alors c'est vite dit, c'est vite dit, il y a longtemps que ça... Bon, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Nous, on aimerait faire une approche toute particulière, c'est faire en sorte qu'il y ait une inversion, que les parents soient déguisés en enfants et les enfants en parents, et puis chacun a des anecdotes, quoi. Qu'ont nos enfants à nous dire,
c'est vrai qu'il y a pas mal d'anecdotes. Les enfants auraient beaucoup à dire, et parce qu'il n'y a que les parents en fait qui ont cette autorité. C'est intéressant de se voir à travers les yeux de ces enfants. Et oui, ça c'est ça c'est la pub. Voilà, donc parents, enfants, modernité et tradition, parce qu'il y aura du rap, peut-être justement, on va essayer de lier le rap, ce langage-là, avec la tradition. Begin, rap, on ne sait pas, on va traduire, on va essayer. C'est surtout exploration et laboratoire, comme tu dis. Oui. Et donc, c'est le premier exercice de ce type de laboratoire. Ça va s'exporter dans d'autres communes, dans d'autres secteurs des abîmes. Oui, c'est bien pour ça que ça s'appelle Abracabouadar. Et là, on est aux abîmes. On a commencé l'exercice sur le parvis de Sonis l'an dernier. Parce que je parlais de Boulevard des Héros, à la même période à peu près, c'était début juin peut-être. Et ensuite, maintenant nous sommes en médiathèque. On aimerait vraiment reverticaliser, redonner, enfin dépoussiérer toutes les médiathèques. Et on a un super travail qu'on a commencé avec Dina Laviso, la directrice de la médiathèque La Croix. Et on pense effectivement redynamiser, créer ces rendez-vous-là avec les populations, comprendre ce qui se passe, cette déconnexion surtout de la jeunesse et aussi du troisième âge. Voilà, c'est une sorte de mutualisation intergénérationnelle qu'on vise. J'ai presque envie de dire c'est du social. C'est carrément du social. Je pense qu'il est plus que jamais temps d'agir à ce niveau-là, puisque maintenant la précarité, on sait toutes les problématiques de précarité, de violence, de repli identitaire surtout aussi, et ces quartiers qui sont remplis de publics allophones, on est là aussi, bientôt on va donc engager Raconte-moi ma Caraïbe, par exemple, où chaque communauté pourrait donc avoir le plaisir d'être invité à se dire à d'autres communautés pour toujours créer ce lienage-là, amitié des peuples, comme on dit. Donc tantôt avec le maire de Pointe-à-Pitre, tantôt avec le maire des Abîmes, on est là et on œuvre. D'accord. Alors, l'autre question, c'est Lydie Arnay, le dramaturge, il n'y a rien dans les tuyaux en dehors de cet aspect social? Ah, ça vient. Ah, quand même. Ça vient. Ce que j'essaie de faire, c'est surtout créer un circuit parallèle. On connaît déjà les circuits, on a vu le Cap Excellence en théâtre qui vient de se terminer. On connaît ces salles-là et c'est pas mal. Mais pourquoi ne pas créer un circuit parallèle au niveau des médiathèques? Le livre s'endort. Il me semble que le livre s'endort. Et sans poussière, si je peux me permettre ce néologisme. Et donc, comment recréer qu'il y ait une sorte de fréquentation beaucoup plus pertinente et pérenne dans la médiathèque? Je pense que c'est dans ce sens qu'on agit en fait. Donc l'art théâtral est là, et surtout heureusement, parce qu'on dit, il dit Arnel, il est créateur, il est peut-être un peu fou, mais heureusement que depuis quelques années là maintenant, j'ai une présidente qui organise ma structure. Je tiens à la remercier publiquement devant tout le monde. C'est donc Madame Mélissa Courtinard, qui fait un travail extraordinaire. Et enfin, les instances culturelles et politiques peuvent enfin entendre ma voix grâce à elle, puisque je pars parfois dans trop de considérations philosophiques, peut-être, artistiques. Donc merci Mélissa Courtinard. Oui. Et donc, alors, on va revenir donc à cette journée à Boiripo. Donc ça démarre le matin très tôt, vers 8h, à peu près 9h le matin. Alors ça démarre à 10h. 10h. Oui, avec la Fit Dance avec Chris Galap. Alors là, ça va vraiment secouer. Après, on essaie de faire une sorte de mix. Alors, ce groupe-là n'a pas de nom, c'est une sorte de mix de plusieurs groupes carnavalesques. Et on va donc débouler pour réveiller, pour connecter ce quartier-là, pour dire venez, pour rameuter les gens. En fait, on sera là. Donc, mix carnaval. Bientôt, on lui donnera un nom. Hein. Là, on apprend à faire connaissance. Visite, il y a des visites, il y aura des stands artisanaux tout autour. Vente de repas aussi. Ensuite, une animation assez extraordinaire en tout début d'après-midi avec notre artiste fétiche David Blamèble avec son Stickman Chapman, enfin cette guitare très particulière, et puis quel talent. Donc merci d'être avec nous David. Après, danse et initiation Begin avec le groupe Bel Matador de l'association Boiripo Positive de Muriel Jals. Donc danse et initiation Begin. Et on espère que les jeunes, en tout cas on les invitera, viendront donc apprendre la Begin. Ça, c'est assez extraordinaire. Dans ces initiations quadrilles aussi, pareil aussi, emmener les jeunes. Et comme on a Marv qui fait du rap, je pense qu'avec ces deux animations, on est intergénérationnel. Ensuite, il y aura donc les jeux scéniques de la Comédie Arnel, où, alors au départ, on voulait vraiment faire un clin d'œil
Ernest Pépin avec lettre ouverte à la jeunesse. Bon, ça n'a pas pu se faire, donc ce n'est que partie remise. Et là maintenant, on va essayer de travailler autour du poème de Guy Tyrolien. Je ne veux plus aller à leur école, effectivement. Version créole. Et en même temps, danser. Il y aura du théâtre, de la danse, et donc de la langue, notre langue maternelle. Ça tombe bien dans cette période. Et ensuite, on va terminer tout ça avec le groupe Femme Kika, qu'on adore, que tout le monde aime, et qui fait un travail assez extraordinaire. Donc on aura le soin de clôturer cette superbe journée avec Femme Kika, et qui s'arrête à 17h30. Non, à 18h, pardon, j'ai bien dit 18h. Oui. En fait, c'est un vrai programme, là, pour la journée. Oui. C'est comme c'est un mini-festival en un jour. Oui, c'est ce que je dis. J'ai pas voulu utiliser le terme, mais en fait, c'est ça. Et surtout le public aura la parole, c'est-à-dire les animateurs auront soin de toujours faire une sorte de théâtre forum, comme on dit, c'est redonner la parole au peuple qui doit contribuer à tout, quoi. On parle justement de révolution institutionnelle. Je pense qu'il faut véritablement, les politiques s'interrogent et voient à quel point c'est intéressant et intelligent que le dialogue se renoue et que la parole populaire, démocratique, citoyenne, responsable s'opère enfin dans un lieu. Et nous pensons que Boiripo positive, oui, mais l'espace, le parc, le square de Boiripo, ce samedi 30 mai, sera donc l'espace idéal, en fait, pour poser cette politique artistique et culturelle. Alors, juste un dernier mot, j'insiste là-dessus. La prochaine pièce dédiée à Ornel, c'est quoi? C'est déjà dans l'air ou pas? C'est totalement dans l'air. Et c'est pas pour rien que je parle donc de changement institutionnel, parce que ce sera sûrement sous forme d'humour, peut-être surréaliste, mais voilà. C'est des personnages qui vont se rencontrer. Il y a un qui veut faire la révolution, comme lorsqu'on a 20 ans. Sauf que là, il a bientôt 60 ans, et il y croit encore, ce qui est très 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 bien, et contre moi un artiste qui n'y croit plus. Donc c'est cette opposition, ce conflit-là qu'il y aura, et donc les thèmes, voilà. Un spectacle un peu décalé, que j'aime bien, et humoristique et social, politique, culturel, tout ce qu'on veut, sous la Guadeloupe, bien sûr. Combien de temps? D'ici combien de temps? Alors, on est en mai, là? Oui. Allez! Dernier carat, on va dire octobre. Octobre, ok. Ou bien avant, hein. Oui, voilà. Le rendez-vous est pris. En tout cas, merci d'être venu. C'est moi, merci beaucoup. Et rendez-vous donc à Boiripo à partir de 1h. Rendez-vous pour vous pour la déambulation demain, jeudi, pardon. Jeudi, 17h30 pour la déambulation et 8h30 le matin pour la première partie de cette commémoration. Bien. Ben, on vous remercie tous les deux d'être venus, Eddie Arnel et Madame Étienne. Et on se rend compte bien que dans cette période, il y a beaucoup de choses qui se font. Les programmes explosent de partout. Hein. C'est extraordinaire le nombre de spectacles. Donc ça bouge au moins, je pense. Oui. Il y a une vie culturelle très très intense en ce moment. Pourvu que ça dure. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pourvu que chaque manifestation trouve son public aussi. Oui, je pense que c'est ça aussi. Que le peuple y participe. C'est dit. Bon, en tout cas, merci. 13h31, c'est la dernière pause. On se retrouve tout à l'heure avec Claudie Lambion, notre chroniqueuse avec elle. On va parler des financements publics et des clés justement pour ces financements. C'est dans le cadre du joli mois d'Europe qui est ici. À tout de suite. Voilà, nous sommes dans la dernière partie du ZCL. Dans un instant, nous allons accueillir Claudie Lambion. Bonjour. Bonjour. Et aussi d'être avec nous pour la chronique financement, les clés importantes. Et c'est sa deuxième et dernière chronique sous le mois de l'Europe. Voilà. Mais avant, on revient à l'actu avec Human News.
Oui, on va parler de l'hommage rendu aux victimes de l'esclavage, d'une cérémonie qui s'est tenue pour rappeler, on est dans le mois des mémoires, le devoir des mémoires de l'histoire. Et donc discours, dépôt de gerbes et temps de recueillement ont marqué cette commémoration. C'est un reportage de Maurice Cessé qui nous parle de ce contexte. C'était un moment émouvant, un moment exceptionnel. En tant que nouveau maire de la commune nouvelle de Saint-Denis-et-Pierrefitte-sur-Seine, maire noir, ce qui n'a jamais existé ici à Saint-Denis. Et c'est un moment aussi important de transmission puisque beaucoup de jeunes des différents quartiers de la ville sont ici représentés. Alors quel est votre regard et globalement et votre analyse sur cette page d'histoire concernant l'esclavage, monsieur le maire? Je pense qu'il faut continuer encore à réaffirmer notre attachement à cette mémoire en toutes circonstances et à l'ensemble des échelons institutionnels. Je trouve que ce qui a été aujourd'hui fait doit pouvoir se traduire en actes et nous allons veiller à ce que le mémorial qui est attendu en 2027 soit bien sûr une réalité. J'ai aussi entendu un certain nombre de demandes qui ont été exprimées par l'association de Songé et le CM88 auxquelles nous allons répondre favorablement, à savoir la sécurisation de la stèle, mais aussi créer les conditions pour que l'ensemble de cette mémoire puisse être transmis aux jeunes générations. On ne peut pas aller dans d'autres villes, il y a plein de villes qui commémorent le 23 mai. Alors c'est magnifique de voir qu'on sort de rien. Il y a 28 ans, il n'y avait rien. Et là aujourd'hui, indépendamment de nous, ça se fait. Et ça, c'est très touchant. Oui, le mémorial, c'est une aventure. C'est une visibilité à nul autre pareil pour nos parents. Et comment on peut les honorer? Ils sont morts. C'est d'inscrire leur monte, c'est de les montrer, c'est ce qui est le plus important, hein, et de les honorer. Alors, c'est pas juste les honorer, c'est qu'en le faisant, c'est aussi, on devient de plus en plus fiers de nous, quoi. On est plus fiers d'eux. Et c'est très, très important. Eh ben, une 28e édition, on va dire particulière, avec une singularité quand on a le nouveau maire de Saint-Denis qui préside cette cérémonie. Et en même temps, la 25e année de la loi Taubira et quelques jours avant l'abrogation du Code noir. Je crois que là, il y a un chemin et disons le comité CM98 qui a entamé la marche, on progresse depuis cette marche-là. Et il est bon de voir autant d'élus rassemblés autour de ce peuple divers et pointer et mettre en exergue la diversité que la population française est devenue depuis et qu'elle doit intégrer. En même temps, faire par cette foule-là, montrer qu'il y a pour la France à reconnaître un peu ce crime contre l'humanité et à engager le chemin des réparations. Car au-delà des mots, il faut prendre le chemin des réparations. Voilà, donc pour cet hommage rendu aux victimes de l'esclavage. On va parler maintenant de l'inauguration de la crèche de 10 habitants, à Vieux Habitants. Donc la commune a inauguré cette crèche, une structure destinée à accueillir les jeunes enfants dans des conditions optimales pour leur développement et leur éveil. Donc on voit un reportage de Olivier Félix qui nous parle de cette nouvelle infrastructure et surtout de l'enjeu social que ça peut avoir pour les parents. Heureux, mais très heureux. Effectivement que là, une structure pareille a toute sa place dans une commune. Et quand on pense effectivement que la petite enfance doit être accueillie par de vrais professionnels, on a de la matière. Donc inaugurer ici cette crèche, c'est vraiment un départ pour les enfants. C'est un départ de la vraie vie et aussi dans la bonne mesure. Ils auront de beaux ingrédients pour faire des adultes accomplis demain. On a une capacité, un agrément de 22 berceaux. Donc, on a 6 bébés et 16 moyens grands. Plus beaucoup de places pour cette année, en tout cas. Et on a déjà une liste bien établie pour la rentrée de septembre. Donc, il faut faire vite. Il faut faire vite pour relancer les demandes d'inscription. On a pu ouvrir cette crèche au profit de nos enfants. Parce que tout commence les 100 premiers jours. Avoir les enfants dans des conditions agréables, dans des conditions d'épanouissement, c'est s'assurer qu'ils ont demain matin un bon apprentissage. Développer des activités, on va dire, inspirantes, innovantes sur la langue des signes. Et puis le mercredi, ouvrir la crèche à des enfants de plus de 3 ans, donc des très petites sections. Et aussi les enfants qui relèvent, qui ont une situation de handicap, et bien de leur permettre de venir à des activités. Jusqu'à 6 ans, on peut les accueillir ici. Et donc dans un milieu sécurisé, dans un milieu rassurant, réconfortant, c'est bien pour nos enfants. Et donc,
On est content, oui, content et heureux d'avoir mis à disposition des Abyssois cet outil. Les capacités, c'est pas ça qu'il faut regarder. C'est surtout la motivation des uns et des autres. Le maire a été motivé de mettre en place, avec l'aide de la CAF, cette structure. C'est ça qui compte. Après, maintenant, on trouve les voies, les moyens, on trouve les solutions dès qu'on les cherche. Et là, les solutions ont été cherchées avec les équipes. Ça a été trouvé maintenant. Cette structure a vu le jour grâce à cette motivation qu'avaient toutes les équipes autour du maire. Voilà, donc un bel espace pour ces jeunes enfants et pour les parents qui seront rassurés d'avoir leurs enfants accueillis dans un espace sécurisé. On va parler de la compétition de karaté qui a été sur la commune de Petit Canal. Donc récemment, Petit Canal a accueilli cette compétition réunissant de nombreux pratiquants qui sont venus se mesurer dans différentes catégories. Au-delà de la performance, cette discipline véhicule des valeurs fortes de respect, de rigueur et de dépassement de soi. On voit un reportage de Vianney Valverde. Nous nous retrouvons au complexe du coup Cyrano Arandel pour un interclub, du coup une rencontre avec du coup plusieurs clubs de toute la Guadeloupe afin de faire un échange et faire des confrontations en kata et en combat. Comme vous pouvez le voir actuellement, nous sommes déjà sur la phase kata qui a déjà bien avancé. Donc du coup, ça va être du coup des échanges aussi bien des filles que des garçons ensemble, c'est mixte. Et cet après-midi, on aura la partie combat où du coup tous les élèves vont s'affronter. C'est la compétition de mon propre club, donc je voulais bien y participer. Et c'est aussi une compétition où il y a énormément de participants, beaucoup plus que des compétitions auxquelles on a l'habitude. On est plus de 100, donc ça me motive, je veux affronter d'autres participants que ceux que j'ai l'habitude. Il y a deux compétitions, une compétition kata et une compétition combat. Et mon objectif, c'est de gagner et kata et combat. L'enjeu d'organiser des compétitions, principalement, c'est pour que les enfants puissent évaluer leur niveau. Donc du coup, en plus du coup de travailler en club, le fait de rencontrer d'autres enfants et du coup d'autres personnes, d'autres styles de karaté, ça leur permet de s'évaluer par le biais de la compétition. Mais pour faire le combat, je dirais c'est ma capacité à gérer le combat, la stratégie en fait. C'est ça. C'est-à-dire si j'arrive à cerner mon adversaire, comment il est, mais je sais comment faire. Le prochain rendez-vous est en juin, du coup avec le dojo Yasuke pour du coup le challenge du petit samouraï. C'est pour les personnes qui n'ont pas encore fait de compétition, pour les introduire à la compétition. Donc du coup ça aura lieu en juin, je n'ai pas la date exacte. Mais du coup restez sur les réseaux, notamment du coup notre contact c'est Samouraï Dojo sur Instagram. Donc il y aura toutes les informations qui vont circuler. Personnellement, je trouve que le karaté, il est très utile pour la discipline. On apprend à être sérieux, à être assidu. Et je trouve que c'est très bien aussi pour la coordination. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez faire du karaté. Voilà, donc une belle compétition et on est très intéressés de suivre nos jeunes. Voilà, oui. Qui sont... Tu fais pas de karaté encore, non? Non. Je vais en faire. Tu vas en faire? Ouais. Oui, je pense que c'est nécessaire. Voilà. Il est exactement 13h45. 12 prochaines minutes, ce seront pour cette chronique de Claudie. Tout de suite, générique et on démarre. Alors jusqu'à la fin de la semaine, nous sommes dans le mois de... L'Europe, le joli mois de l'Europe. Joli mois de l'Europe, c'est la deuxième chronique. Alors aujourd'hui, on va parler de... On va parler des 2 erreurs invisibles qui font souvent échouer les dossiers, surtout par méconnaissance des promoteurs de projets, mais elles sont fondamentales dans la démarche, en tout cas, de mobilisation des financements européens. Alors, juste pour rappeler un petit peu, tu l'as dit, on est encore dans la dernière ligne droite du joli mois de l'Europe, et on va juste rappeler avec cette première slide ce qu'est le joli mois de l'Europe, qui se diffuse, en tout cas, sur l'ensemble des territoires européens, les régions ultra-périphériques comprises, à savoir celles de la France, de l'Espagne et du Portugal. Et l'objectif de ce joli mois, c'est véritablement faire connaître l'action de l'Union européenne et singulièrement des financements dits structurels, les fameux FEDER et autres, qui interviennent sur nos territoires de façon régionalisée, puisque ces financements, en tout cas pour l'État membre français, sont délégués aux régions et aux collectivités comme
collectivités de Martinique, de Guyane ou celle de Saint-Martin pour véritablement devenir des effets leviers pour financer des opérations structurantes. Alors en Guadeloupe, juste quelques chiffres et un rappel, plus de 1 milliard de fonds sur la période de 21-27 avec principalement 4 fonds, à savoir le FEDER qui va financer l'innovation des entreprises, le FEADER pour tout ce qui va être développement rural et en territoire rural, le FSE+, pour l'emploi et la formation, et enfin le FEAMPA, qui est donc le Fonds européen de la pêche et de l'aquaculture qui va venir soutenir l'économie bleue. Donc, lors de notre précédente chronique, nous avons présenté, fait une découverte de 3 projets impactants sur le territoire qui avaient été financés par ces fonds. Et aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans la technique en faisant découvrir donc à nos téléspectateurs de notions et futurs porteurs de projets, de notions fondamentales qui sont peu connues, à savoir l'effet incitatif, on va voir ce que c'est, et le fameux coût raisonnable. Alors, bien évidemment, la première question, qu'est-ce que l'effet incitatif? Alors, l'effet incitatif, c'est vraiment une règle de base, une règle, on va dire, cardinale lorsqu'on dépose un dossier européen. Cet effet incitatif, il dit quoi? Il dit que, suivant effectivement le règlement, un règlement évidemment défini, que à partir du moment où vous souhaitez solliciter une demande de financement européen, il faut que cette demande ait un effet incitatif, que ce projet puisse être financé parce qu'il a besoin de ce financement. Ce qui signifie donc qu'il ne faut pas, au moment du dépôt, qu'il y ait une quelconque dépense déjà réalisée, un quelconque engagement. En clair, il ne faut absolument pas débuter le projet de quelconque manière que ce soit avant de le déposer et de mobiliser, de solliciter, de motiver sa demande. Donc le porteur de projet doit pouvoir démontrer qu'il n'a pas débuté ce projet en signant un certain nombre de documents, un certain nombre d'engagements. Et il faut vraiment être clair là-dessus. Le début des travaux n'est pas uniquement le premier coup de pelle. On n'est pas forcément uniquement, notamment par exemple sur le financement de la formation, sur des dépenses d'investissement matériel, immobilière ou autre. C'est à partir du moment où le projet, quelle que soit sa nature, qui donc a un début, qui se caractérise par un début et une fin. À partir de ce moment, ce début a été déterminé et donc des dépenses qui sont afférentes, il faut que ces dépenses se positionnent après le dépôt de la demande. Et ce dépôt, en fait, se sanctuarise par un récépissé de dépôt, puisqu'aujourd'hui, l'ensemble des demandes sont sollicitées sur les plateformes et donc est généré de façon tout à fait automatique ce fameux récépissé de dépôt qui permet donc, je préconise souvent à J+1, de pouvoir engager et démarrer le projet. Donc, ça peut être un bon exemple, quelques exemples de preuves d'engagement. Le fait d'avoir signé des devis qui sont qui sont présentés dans le dossier, mais dont la date de signature et d'engagement est antérieure à cette date de dépôt. Le versement d'acompte, là c'est encore pire. Quand on a déjà payé une partie des dépenses, là, ça laisse une trace indélébile sur les relevés bancaires. Le fait de signer donc des bons de commande ou tout autre engagement qui rend irréversible la preuve du démarrage du projet. Donc, très, très, très importante règle d'effet incitatif, puisque il faut pouvoir le démontrer dès le démarrage du projet. Alors, est-ce que tu as des exemples concrets à nous présenter? Oui, de manière très très concrète, on va prendre 2 exemples. Tout d'abord, une entreprise, on va prendre une entreprise de fabrication de pots de peinture, qui souhaite solliciter du FEDER pour un investissement, par exemple, de sa chaîne productive de fabrication. Donc, avant le dépôt, le problème, c'est qu'elle a signé un devis pour son équipement et elle a versé un acompte. Donc là, clairement, on est sur un cas d'école, clairement, de ce type de problématique, puisque le financeur va considérer que le projet a déjà démarré, puisqu'il y a eu un engagement comptable avec cette signature du bon pour accord du devis, et encore même financier, comptable et financier avec le versement de cet acompte. Résultat, le dossier, il tombe. Il tombe pour une éligibilité liée à cet effet incitatif qui ne peut pas être prouvé puisque l'entreprise a pris donc l'initiative de mobiliser ses fonds propres avant de pouvoir solliciter l'accompagnement de la subvention. Donc en clair, il faut bien veiller à ce que le dépôt de la demande soit antérieur à tout engagement. La signature de bon pour accord daté du devis en est un, par exemple. Sécuriser donc cette date, ces dates d'engagement qui doivent obligatoirement être après la date de dépôt, encore une fois, générée automatiquement sur les différentes plateformes, et ne signer aucun document qui vise à rendre l'investissement inéligible. Donc c'est irréversible à partir du moment, surtout si on a payé un acompte.
Deuxième exemple. Alors, un deuxième exemple, on va prendre l'exemple d'une association. Alors, pourquoi j'ai pris ces deux exemples, entreprises, associations, puisque l'effet incitatif concerne surtout ces publics. Je ne vais pas parler, par exemple, des collectivités territoriales qui, elles, ont un régime particulier, ou, bien au contraire, on peut rétroactiver des dépenses dès le début du programme, à savoir le 1er janvier 2021, sous réserve, bien sûr, d'un certain nombre de critères à étudier au moment du dépôt. Mais là, on va vraiment faire un focus sur cet effet incitatif qui concerne exclusivement les entreprises et les associations, en tout cas les porteurs de projets, personnes morales, privées, qui doivent en tout cas démontrer le respect de cet effet incitatif. Donc, deuxième exemple, porté par une association sportive de netball. Je continue à faire un petit clin d'œil sur ce nouveau sport qui commence à prendre son ancrage sur le territoire et qui souhaite donc solliciter une aide européenne pour financer, par exemple, un événement structurant. Donc là, l'association, qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Elle a déjà réservé la salle. Elle a payé des premières dépenses. Elle a réservé, payé les maillots, réservé le traiteur. En tout cas, identifié et payé un certain nombre de dépenses dans son budget. Et elle décide de vouloir venir mobiliser un financement européen. Là encore, le risque de rejet, il est tout à fait réel, puisque le financeur va considérer que comme le projet a déjà débuté, là aussi, on tombe sur le coût de l'effet incitatif, qui n'est donc pas validé et vérifié. Et donc, il faut véritablement pouvoir déposer la demande, encore une fois, j'insiste, de manière antérieure à tout engagement et toute dépense. Et il faut respecter l'effet incitatif de l'aide européenne dans un ordre chronologique extrêmement précis, qui va donc du dépôt du dossier. Ensuite, le dossier ayant été validé, donc reçoit un accord et un conventionnement. Et permet donc d'engager un certain nombre de dépenses. Alors, petite nuance quand même, c'est vraiment la date du dépôt du dossier qui permet de sanctuariser ce début de date d'éligibilité du projet. Après, le porteur de projet, tant qu'il n'a pas reçu sa convention, c'est de sa propre initiative et c'est les risques qu'il décide d'engager, en tout cas sur fonds propres, il peut dès le lendemain, donc à J+1, débuter ses dépenses sur fonds propres, sachant que, on l'a dit dans les émissions précédentes, on n'est jamais, très rarement en tout cas, sur 100% de subvention. Donc, de toutes les façons, il restera toujours un reste à charge à mobiliser. Donc, rien n'empêche le porteur de projet de débuter le démarrage de ce projet et qui permettra, au moment et au cours de l'instruction, de démontrer de la véracité, de la réalité en tout cas de l'engagement et de la chronologie en tout cas, de la réalisation, de sa demande et du projet concerné par la demande. Donc, vraiment, j'insiste sur cet effet incitatif qui est, encore une fois, la première règle cardinale. Et quand on dépose une demande, c'est d'ailleurs de manière administrative, au moment de ce qu'on appelle la recevabilité du dossier, donc avec le checklist, la vérification de la conformité déjà administrative du dossier, ça fait partie des premiers éléments qui sont analysés avant même de rentrer dans le détail de la demande. On vérifie s'il y a une conformité liée à l'effet incitatif. Voilà, un peu technique, mais c'est important de prendre le temps pour bien expliquer à nos téléspectateurs l'importance de cette date de dépôt, qui est ensuite d'ailleurs reportée au niveau du document d'engagement qu'est la convention. Alors, tu as le coût raisonnable. Alors, deuxième règle fondamentale, la notion du coût raisonnable. Alors, comme son nom l'indique, c'est donc une histoire de coût, de devis, et qui doit être raisonnable. Mais raisonnable par rapport à quoi? Alors justement, donc le principe, c'est la bonne gestion des deniers publics. L'argent public se doit de financer des dépenses qui sont nécessaires, cohérentes et proportionnées. Donc il faut qu'on puisse démontrer que ces dépenses sont en lien avec un coût normalisé, en tout cas du marché. Et pour être, juste un pour rappel, un grand principe déjà sur ce qui est une dépense éligible. Alors pour être éligible, elle doit être prévue évidemment dans le dossier. On ne peut pas déposer un dossier et puis au moment de la restitution des dépenses, avoir une dépense totalement hors budget, puisque elle est complètement déconnectée par rapport à la demande initiale. Elle peut être connectée avec le projet, mais elle n'a pas été listée dans la demande initiale, donc elle est hors projet. Donc elle doit être prévue dans le cadre du budget du projet, elle doit avoir un lien direct avec le projet, ça veut dire que cette dépense ne peut pas être réalisée. Sans cette dépense, le projet ne pourrait pas être réalisé. Elle doit être donc aussi nécessaire à l'atteinte de ses objectifs et bien sûr répondre à la première règle que j'ai énoncée, à savoir la période d'éligibilité en respectant ce fameux effet incitatif. Donc cette dépense, une fois qu'elle a cocher toutes ces cases. Maintenant, en plus de tout cela, on doit pouvoir
démontrer son caractère raisonnable. Donc ça doit être en cohérence avec les objectifs du programme. C'est quoi le raisonnable dans ce genre de dossier? Alors je vais prendre l'exemple du document de mise en œuvre de la Guadeloupe, puisque chaque autorité de gestion, suivant évidemment le respect du règlement européen, peut mettre en place différentes échelles et niveaux pour justifier en tout cas le respect de la règle du coût raisonnable, mais de manière très très concrète. Là encore une fois, je parle pour les structures qui ne sont pas soumises à la commande publique, puisque de toute façon, très naturellement, les collectivités territoriales soumises à la commande publique respectent la règle des marchés publics, qui, je le rappelle, depuis le 1er avril 2026, c'est à partir de 60 001 euros que l'obligation de mise en concurrence est effective. En tout cas, pour les associations et les entreprises, pour la région Guadeloupe, jusqu'à 40 000 euros, il faut donc avoir au moins une pièce de justification de la dépense. Ça veut dire que vous avez une dépense d'investissement sur tel ou tel matériel. Elle fait 28, 30, 49 000 euros, 39 999. Elle peut être donc toute seule utilisée comme justificatif. Ça n'empêche pas qu'on puisse argumenter et expliquer en quoi ce devis, cette dépense est en lien avec le projet et en lien et surtout nécessaire à son exécution. Dans la fourchette de 40 000 à 215 000, alors dans la réalité 40 000, 1 euro et 215 000 euros, là on est dans une fourchette où il faut qu'on fasse une mise en concurrence obligatoire. 2 pièces, vous pouvez faire plus, mais le règlement vous impose un minimum. Minimum étant d'au moins 2 pièces estimatives, en clair, 2 devis. Et il faut surtout prouver, en tout cas encore plus sur cette nouvelle programmation, comment vous avez formalisé cette mise en concurrence. Nos conseils, c'est véritablement pouvoir tracer la demande, à minima avec un mail qui reprend quel est l'objet, quel est l'objectif de votre projet et pour quel type de dépenses vous sollicitez tel ou tel prestataire, en mettant une date limite, comme un mini-marché public, mais pour les entreprises et les associations. Et petit bonus qu'on conseille aussi, c'est de rédiger un mini-cahier des charges. Comme ça, on peut véritablement tracer la demande. Et au-delà de 215 000 euros hors taxe, on doit présenter un minimum de 3 pièces estimatives. Alors, elles doivent être récentes, donc maximum 8 mois en arrière, maximum. On doit pouvoir les comparer, d'où l'importance de pouvoir formaliser une demande similaire pour l'ensemble des devis que vous sollicitez, avec les mêmes critères et puis les mêmes postes de dépenses, ce qui permet ensuite au service instructeur de pouvoir les comparer de manière facilitée. Et il faut évidemment détailler au maximum ces prestations et les équipements que vous souhaiteriez en fait mobiliser dans le cadre du projet. Et il faut surtout bien argumenter et motiver l'importance de chacune de ces dépenses dans le dossier. Alors, il faut donner, pour bien illustrer ton propos, des notions très pratiques et très techniques même. Par exemple, est-ce que tu as des exemples à fournir? Oui, tout à fait. On va reprendre encore les exemples des 2 cas d'école, à savoir un exemple entreprise, un exemple association. On prend l'exemple d'une entreprise qui sollicite une demande de financement pour un équipement numérique qui serait dans le cadre d'un projet global, qui ferait 60 000 euros par exemple. Elle fournit un seul devis. Un seul devis. Déjà, 60 000 euros, elle fournit un seul devis. Or, ce que je viens de dire précédemment, quel est le seuil? 40 000. Donc, ça veut donc dire qu'il y a un sujet, il y a un souci, puisque au-delà du seuil de 40 000, on est dans la fourchette 40-215, et là, il y a un seul devis. Donc, il en manque un, déjà. Donc, le financeur, dans le cadre de ce document, qui est la Bible, le fameux DOMO, là, c'est vraiment la Bible, le règlement de mise en œuvre qui permet, en tout cas, d'expliquer de manière pratico-pratique aux porteurs de projet ce qui est attendu au niveau de l'autorité de gestion. Donc, minimum 2 pièces. Il faut donc déjà compléter avec un deuxième devis qui vient en tout cas justifier le choix de tel ou tel prestataire. Donc avoir un deuxième devis pour pouvoir comparer les offres. Et ça permet donc de justifier ce fameux coût raisonnable. Est-ce que le coût du devis que vous avez sélectionné est bien dans le prix du marché? Et si ce n'est pas le cas, que vous décidez de solliciter le plus cher, il n'y a pas de souci. Il faut donc argumenter et justifier la cohérence économique de ce projet. Deuxième exemple, celui de l'association. Là, une association qui présente une prestation, par exemple, de communication d'environ 25 000 euros, sauf que il y a un devis, il y a un montant, très peu de détails, absolument pas d'argumentaire. Le devis, il est certes conforme en termes de coût,
mais absolument pas clarifié sur son contenu et son objectif. Donc le financeur va de toutes les façons tout de suite demander des compléments et solliciter et demander de motiver pourquoi, comment, quel est l'objectif de cette dépense. Donc il faut systématiquement, dès la demande de devis, détailler le maximum la nature de votre besoin pour que les prestations soient les plus précises possibles et que les réponses collent le maximum, d'où le cahier des charges qui permet du coup d'être très clair au niveau de la demande. Démontrer à chaque fois et motiver les objectifs du projet et en quoi cette dépense est nécessaire et cohérente avec le projet que vous voulez développer. Et enfin, bien vérifier la conformité des devis, bien sûr, avec les mentions légales obligatoires du prestataire, SIRET et autres, etc. Vous tapez sur Google, vous trouvez assez facilement les mentions obligatoires qui doivent figurer et qui permettent le contrôle a posteriori de ces différents éléments. Mais alors, à t'écouter, on voit qu'il y a quand même des erreurs techniques qui se font et ces erreurs entraînent des conséquences. Tout à fait. En fait, encore une fois, c'est pas la nature du projet qui peut être un excellent projet. Donc, des porteurs de projets arrivent avec des idées vraiment très structurées sur le plan technique, sur le plan de la vision ou de l'impact. Le problème, c'est qu'il y a un cadre réglementaire, il y a un cadre technique de mise en œuvre qui est donc ce fameux DOMO, document de mise en œuvre sur les fonds européens en Guadeloupe. Et donc, cette méthode et cette rigueur, on va dire administrative, peut faire tout simplement tomber les projets, quel que soit leur impact et la pertinence en tout cas du projet et des porteurs de projets. Donc il faut véritablement être dans une dynamique de rigueur administrative. Encore une fois, mon mot préféré, je pense que s'il y a un mot à retenir de toute la saison, ce sera le fameux orthodoxie. Donc il faut être le plus orthodoxe possible pour répondre et pour maximiser en tout cas ses chances de pouvoir obtenir ce fameux sésame de l'accompagnement de la subvention. Donc bien maîtriser son calendrier en respectant donc les faits incitatifs, déterminer les pièces justificatives en cohérence avec le projet et surtout motiver leur impact sur le projet et bien identifier le budget et les pièces justificatives en lien avec les fourchettes d'obligations justificatives pièce par pièce. Donc c'est ce qui va permettre de transformer une excellente idée, une idée impactante en projet finançable, en effet. Alors, comme chaque fois à la fin de la chronique, on est obligé de faire un petit tour sur ton actu. Tout à fait, tout à fait. Il y aura pas mal d'actualités justement au mois de juin. On revient avec toujours l'engagement continu encore plus fort avec le livre donc Lettre à Gabriel, donc avec une séance de dédicace effectivement qui est prévue donc le 20 juin. Depuis 2 semaines, allez-y. Vous pouvez acheter le livre Lettre à Gabriel chez Cultura, donc à Destreland. Merci encore aux équipes de Cultura pour leur confiance. Et donc une séance de dédicace sera prévue avec moi-même de 10h à 12h le 20 juin prochain. Et avant, donc la semaine d'avant, donc le 12 juin, à 18h30, je vous donne rendez-vous à l'espace Gérard Loquel pour la diffusion, une nouvelle diffusion du film documentaire Des femmes une voix en collaboration avec la ville de Bimao, où on va, et en présence de Manik Siratiteka et donc d'une voix et une histoire. Vous pouvez donc dès à présent réserver gratuitement, donc 100% gratuit, sur notre site internet, sur le site internet qui s'affiche, diliscommunication.com, et donc découvrir à la fois le film documentaire, un échange avec le public et aussi des éléments de présentation autour du livre. Et petit clin d'œil, nous serons la semaine prochaine au Canada où nous allons présenter à Montréal le film en partenariat. Toujours pas diffusable sous Guadeloupe Première. Pas encore, nous y travaillons fortement. C'est dans les tuyaux. Je pense, si tu as des infos, n'hésite pas à me faire savoir. En tout état de cause, il continue sa tournée internationale, donc la semaine prochaine, dans 10 jours à Montréal, donc le 8 juin prochain, il sera diffusé en partenariat avec l'Université du Québec, en présence de Monsieur le Doyen. Donc on va aussi porter la bonne parole à la diaspora internationale sur ce qui se passe aux Antilles francophones. Donc on y croit, on est engagé, on est déterminé et ça se fera quand ça se fera. Voilà. La prochaine chronique, alors... La prochaine chronique, alors on va faire un zoom sur 2 appels à projets du FEADER qui sont actuellement ouverts en Guadeloupe jusqu'au 31 août prochain. Donc c'est un appel à projet sur une mesure qui permet de financer le développement d'espaces mutualisés
et d'espaces récréatifs. Alors je vous ferai une petite présentation, donc un focus. Le FEADER, un fonds aussi que j'affectionne beaucoup. Alors j'ai du mal en fait entre le FEADER et FSE+, j'arrive pas trop à me déterminer quel est mon fonds préféré. Je pense que ça doit être de manière globale les financements impact. En tout cas, je vous présenterai dans le détail qu'est-ce qui est attendu, quels sont les attendus, quels sont les types de projets qui peuvent être attendus. Et d'ailleurs, j'ai présenté la semaine dernière l'un des projets qui a été financé sur cette mesure, à savoir le projet de l'établissement pour les enfants polyhandicapés de l'association Agile. Bon, juste une toute dernière question pratique. Comment, avec des éléments aussi complexes, tu arrives à faire une chronique aussi fluide? Ah bon? On va dire merci à papa, maman, peut-être. J'ai eu la chance d'avoir 2 parents professeurs et pédagogues, et peut-être qu'ils nous ont tous légué ça en ADN. Mais j'ai un plaisir particulier, en tout cas, à transformer, à vulgariser des notions complexes. Oui, elles sont complexes. Hein. Oui, c'est complexe. J'avoue que cette chronique-là était particulièrement complexe, parce que pour faire comprendre l'effet incitatif et le coup dur, j'avoue, parce que même nous, experts, on a déjà été victime de cet fameux effet incitatif, et des fois, en fait, faut blinder son argumentaire pour qu'il n'y ait aucune place à une interprétation en fait unilatérale. Donc il faut que les pièces soient là, il faut que ce soit indiscutable, et pour que ce soit indiscutable, il faut que ce soit bien préparé en amont et qu'il n'y ait aucun doute raisonnable pour le coup. Merci Claudie. Merci beaucoup bientôt. Et les 2 rendez-vous sont pris à l'espace local ici. Tout à fait. Donc ce sera le 12 juin à 18h30. Et le film? Et le film, ce sera le film. Bon, d'accord. Le 12 juin, ce sera le film. Le 20 juin, ce sera Cultura. Ce sera à Cultura. Et le 12, ce sera une date particulière. Ce sera l'anniversaire de naissance de mon père. Donc je pense qu'il sera là avec nous aussi. D'accord. Voilà. Ok, on en parlera. Voilà. Merci en tout cas. Je rappelle que depuis ce midi, on a reçu Monseigneur Philippe Guiogou. Pourquoi? Parce qu'il y a une célébration de la mémoire des personnes victimes de l'esclavage à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre, avec un temps religieux, comme on le dit, et c'est écuménique de plus, puisque toutes les religions seront représentées. Et ensuite, il y a une marche mémorielle en direction du MAC. Monseigneur Guiogou était accompagné de Jacqueline Pavilla, qui est membre du comité Mémoire, Esclavage et Réconciliation. Et comme vous le voyez, il y a des navettes gratuites qui sont mises en place à partir de 16h30 pour pouvoir rejoindre le mémorial. On a reçu aussi Isabelle Etienne, guide conférencière. Pourquoi? Parce qu'il y a une déambulation autour de la pièce Les Recluses qui se fera ce jeudi à Pointe-à-Pitre. C'est à voir. Si vous n'avez pas encore vu cette pièce, et Anne-Sophie, qu'on connaît très bien, est dans cette pièce. Et dire, on est venu, lui, non pas parler de déambulation, mais d'une grosse opération. Il a dit que c'est un mini-festival qui se fera dans la commune des Abîmes, exactement à Bois-Ripaud, de 9h du matin jusqu'à environ de 18h. Il y aura du théâtre, de la musique, du spectacle pratiquement, de la musique urbaine, du goka, enfin bref. Et on pourra même boire et manger, comme on dit, sur ça. Et puis on vient de terminer avec Claudie, qui nous a expliqué de façon très claire comment justement faire en sorte pour ne pas rater, dans le cadre du mois de l'Europe, c'est bien ça le mois de l'Europe, ne pas rater sa demande de subvention. Tellement c'est technique, mais enfin, elle a la technique de la technique. Bon, rappel des titres avec Iman News. Oui, on a parlé de l'exposition intitulée À cœur d'âme, donc à découvrir à la médiathèque de Saint-Claude. Il était aussi question de la ville de Petit-Bourg qui a célébré les mamans à l'occasion de la fête des mères. On a rendu hommage aux victimes de l'esclavage sur Paris avec Maurice Cessé, et on était aussi sur Vieux et Habitants pour l'inauguration de la crèche 10 habitants. Et enfin, on a parlé d'une compétition de karaté organisée à Petit Canal. Voilà pour les titres du jour. Voilà. Demain, pas de rendez-vous sur le jour de commémoration officielle. On ne verra pas Iman. Non, on ne verra pas non plus. Bon, on ne verra pas Claudie non plus. Vous verrez autre chose à la place à partir de 12h30. On vous remercie de votre attention et puis bon 27 mai. Songez, ça est passé en 1802, mais aussi en 1967, puisqu'on a tendance un peu à oublier ces événements graves qui ont ensanglanté Pointe-à-Pitre, qui a eu près d'une centaine de morts. Et pour ça, je me rends compte que seules les organisations anticolonialistes célèbrent ce jour-là. Les mairies, pour l'instant. Voilà. Ciao, bye bye.